Allô tout le monde, bienvenue. On est aujourd'hui avec Rosalie Bibo-Lesage qui a accepté de partager son expérience de vie. Vraiment une épreuve, des épreuves au sein de l'épreuve. Ouais. Donc voilà, Rosalie va nous partager tout ça et vous allez voir, c'est très inspirant, je trouve, ce que tu as vécu et c'est très inspirant de te voir aujourd'hui où tu en es. Merci d'être là encore une fois. Puis ben, écoute, je te propose de te présenter si tu veux, de partager, commencer à partager ton expérience. OK. Alors, en fait, tout a commencé quand j'étais enceinte de 3 mois de ma fille, finalement. On ne savait pas à l'époque, évidemment. Et puis, en fait, mon mari s'est fait diagnostiquer d'un cancer au niveau du pied. Et puis, bon, vite, vite, commence la chimio très rapidement. C'était quand même assez complexe parce que justement, moi étant enceinte, fallait pas qu'on ait de contact qui pouvait risquer pendant les chimios, qui pouvait risquer de mettre bébé en danger. 3 mois plus tard, il y a eu à se faire amputer du pied. Donc, c'est ça, c'était toute une histoire à vivre au quotidien. Je rentrerai pas dans les détails, là, mais ouais, c'est ça. Fait que pendant la grossesse, ben ça rend les choses particulières parce que c'est sûr que les hormones étant ce qu'elles sont, ben on vit les émotions encore plus intensément. J'imagine, oui. Euh, Toute cette saga, si je peux dire, allait durer malheureusement plusieurs années. En fait, quand notre fille a finalement eu 2 ans, ça s'est transformé donc avec des métastases au poumon. Et puis, malgré toutes ces 2 années précédentes qu'il y avait, bon, c'est ça, il y avait eu la chimio, il y avait eu de la radio, il y avait eu l'amputation, euh, il était toujours resté très fort. Et puis, ce jour-là, dans le bureau, quand on a eu l'annonce des métastases, c'est la première fois en 2 ans que je le voyais pleurer. Ok. Euh, ce qui, ce qui, ce qui montait à ce moment-là, ce qui me dit ce jour-là, c'est je veux voir ma fille grandir. Et moi, ce que je lui ai répondu, c'est peu importe qu'est-ce qui va arriver, où est-ce que tu vas en être, je sais que tu vas la voir grandir. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle, elle te connaisse. À 2 ans, je pense qu'on est conscient que les souvenirs sont très vagues. Alors, bon, on a pris une fin de semaine de recul parce que c'était quand même quelque chose à digérer. Et puis, par la suite, ben, on s'est retroussé les manches. Entre autres, on est allé, parce qu'en fait, quand on est revenu de cette fin de semaine-là, j'ai dit, tu sais, les médecins, c'est bien beau, là, ils ont plein de connaissances, c'est fantastique, mais ils sont pas omniscients, omnipotents. Je peux pas croire qu'il n'y a pas, en quelque part sur cette terre, quelqu'un qui peut l'aider. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a cherché. On a essayé à peu près tout ce qui nous passait par l'esprit ou à peu près. Déjà, on a changé. On avait commencé un peu, mais on a changé beaucoup, beaucoup de choses dans notre style de vie au niveau de l'alimentation, de l'exercice. Et puis, bon, on est allé voir en acupuncture, en ostéo, etc. Et on a fini même par entendre parler d'un chaman au Pérou qui avait aidé des gens dans sa situation, donc avec des cancers un peu désespérés, si je peux dire, là, Mhm. que les médecins ne donnaient pas des très bons pronostics, disons. Ok. Euh, et on est parti pour le Pérou en famille, comme ça, euh, sans trop le dire aux médecins. Les autres, j'imaginais qu'ils pensaient peut-être un peu que c'était, tu sais, un rêve de plus ou moins de fin de vie ou je sais pas trop quoi. Enfin, bref. À son retour, à notre retour, on a pu constater que les métastases étaient stables. Ah! Surprise! Ok. Elles sont restées stables comme ça, en dormance en quelque sorte, pendant 2 ans. Un autre 2 ans. Et puis, en fait, même un petit peu plus que ça. Et un beau jour, c'est l'ostéopathe, en fait. On est rentré dans son bureau. C'est un peu particulier quand même. Il fait juste le regarder. Il dit, ah, les métastases sont de nouveau actives. Ouf! Ça a été confirmé d'ailleurs le lendemain.
par la médecine. Là. Ils faisaient régulièrement là, dans le processus avec la chimio et tout ça, des radiographies et tout d'un coup, ben, voilà, les tumeurs étaient même plus visibles, c'était juste tout blanc dans les poumons. Donc, il a été placé sur les soins palliatifs et à partir de ce moment-là, ben, il a continué pendant 5 semaines. En fait, dans les jours qui ont suivi, un beau soir, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Moi, j'avais réfléchi de mon côté, puis je lui ai dit, quelle que soit ta décision, je vais t'accompagner. Donc, si tu me dis que tu veux juste, tranquillement partir, ben, je vais t'accompagner là-dedans. Puis, si tu me dis au contraire que tu veux te battre encore, ben, let's go, on va se battre. Fait qu'il a pris le temps de réfléchir, puis il me dit, OK, pour le moment, je veux me battre. C'est parfait. Fait qu'on a continué. Bon, il y avait quand même tout le processus. On a eu une chance extraordinaire d'avoir une équipe de soins palliatifs à domicile vraiment merveilleuse, à l'écoute. En tout cas, tu sais, ils ont mis beaucoup, beaucoup de choses en place. On a eu un support extraordinaire. Tu peux les remercier si tu veux. Ouais, en effet. Honnêtement, je pense que les soins palliatifs, c'est quelque chose de... C'est pas facile. J'ai déjà rencontré une infirmière dans un tout autre contexte là, qui faisait ça. Puis c'est sûr que c'est pas facile parce que tu le sais qu'ils vont mourir. Donc, chapeau, honnêtement. Puis là, donc, du coup, ton mari, il est resté longtemps dans cet accompagnement En fait, ça a été palliatif-là? 5 semaines, puis après ça, il est parti. Mais tu sais, ça a été à la fois rapide et en même temps tout un processus. C'est un cheminement au niveau psychologique, émotionnel, spirituel, je dirais aussi. C'est ça. J'ai pas d'autres termes. C'est un cheminement. Peu à peu, en fait, tout le monde a été comme contacté. Bon, là, il est soins palliatifs. Fait que tout le monde est passé à la maison, a pris un moment avec lui à parler. Parce que, bon, c'est sûr que, tu sais, il venait d'avoir 31 ans, là. Fait un peu toutes les amies, tu sais, c'est la réflexion, ça pourrait m'arriver. On sait jamais. Donc, en fait, je me rappelle même, si on remonte un an auparavant, quand il a fêté son 30e anniversaire, des fois, les gens lui disaient « Ah, puis, qu'est-ce que ça fait, tu sais, d'avoir 30 ans, tu te sens-tu vieux? » Puis lui, sa réponse, c'est un peu déstabilisante. « Ben, je suis contente d'être en vie, puis de le fêter, mon 30 ans. »« Ah, ouais, c'est vrai. » Comme un espèce de décalage qui se crée un petit peu avec l'entourage, c'est ça que j'entends? C'est sûr, parce que je pense que, tu sais, il y en a beaucoup. Moi, personnellement, mes 30 ans, j'ai trouvé ça fantastique, mais je le sais comment il y en a qui « Oh mon Dieu, j'ai 30 ans! » Puis bon, tu sais, non, mais on est en vie. On est encore là. Tu sais, oui, clairement, un décalage. Tu sais, puis c'est pas pour mal faire, je veux dire, c'était des amis, c'était la famille, ils étaient proches, puis on est tissés serrés dans notre famille, mais c'est pas leur quotidien. Ouais. C'est pas eux qui ont à affronter toute cette réflexion-là. En fait, je vais revenir encore un peu en arrière parce que c'est dans tout ce processus-là qu'on a eu l'idée de se marier. Ben oui. En tout cas. Fait qu'on avait rencontré une notaire se demandant, bon, est-ce qu'il faut qu'on fasse un contrat de mariage, puis tout ça, puis en même temps, ben, tant qu'à y être, peut-être que ce serait une bonne idée de faire un testament, tu sais, un mandat d'inaptitude, etc. Bon, elle nous a toutes guidées. Puis, on réfléchissait à différentes choses. Je me souviens plus du détail, mais à un moment donné, elle nous regarde et elle dit « Non, mais c'est parce que les réflexions que vous avez, là, d'habitude, j'entends ça chez des gens, genre 70, 80, 90 ans. » J'ai rien, je dis « Oui, mais pourquoi ces gens-là ont ces réflexions-là? C'est pas à cause de leur âge. C'est parce qu'ils commencent à se dire qu'un jour, ils vont mourir. Donc, peu importe notre âge, là, maintenant, c'était là. C'est ça. Toi, comment tu as vécu toute cette expérience en termes d'énergie, pendant tout ça, cet accompagnement-là, et puis le après, une fois que ton mari pardon, est parti, comment tu as vécu tout ça? Pendant,
j'avais pas, c'était comme si j'étais sur l'adrénaline en permanence. OK. Bon, j'imagine que ça doit être plus le cortisol, là, mais enfin, peu importe. Tu sais, pendant 5 ans, tu peux pas être sur l'adrénaline, mais je ne pouvais pas m'effondrer. J'avais au début un chum, puis éventuellement un bébé qui avait besoin de moi. Donc, tu sais, c'est de toujours, jusqu'à un certain point, je dirais que je m'étais déconnectée de moi-même parce que je pouvais pas vivre ces émotions-là parce que je me serais effondrée et je ne pouvais pas m'effondrer, ils avaient besoin de moi. Donc, tu sais, que ce soit la première annonce, que ce soit les métastases, que ce soit après ça, les soins palliatifs, à chaque fois, j'ai eu besoin quand même de, bon, quelques heures, quelques jours au pire, pour absorber tout ça, mais ensuite, c'est let's go, on se retrousse les manches, puis comme je lui avais dit justement au moment des soins palliatifs, je vais t'accompagner, tout simplement. Une fois qu'il est finalement décédé, ben déjà, juste les 2 dernières semaines, je pense que j'étais en train de devenir un peu un zombie parce que je dormais à coup de 15 minutes ici, une demi-heure là, puis jamais plus de 3 heures par 24 heures, tu sais. OK. Ça fait peu. Ce qui est très peu pendant 2 semaines. Tu sais, Ouais. une journée, 2 journées, c'est peut-être pas si pire, là, mais 2 semaines, c'est long. Ouais. C'est long. Mais encore une fois, je pouvais pas parce que là, il déclinait très rapidement. C'est toute la médication, les antidouleurs. Tu sais, juste pour te donner une idée, là, il en prenait 4, puis la morphine était la plus douce des 4. L'infirmière qui avait fait mon enseignement, parce que c'était moi qui les lui administrais au moment où il en avait besoin, elle m'avait averti, il y en avait 2, je me souviens pas les noms, mais tu sais, elle m'avait dit: «Ceux-là, tu respectes les doses à la lettre parce que s'il y en a trop, ben c'est la fin». OK. Ah oui, OK, d'accord. Puis à ce moment-là, il m'avait pas encore dit, le OK, si on veut qu'on arrête de se battre, tu sais? Fait que pour moi, c'était let's go, on est encore là-dedans. Et une des choses qu'il m'avait, spécifiquement dit, c'est qu'il avait peur de mourir seul et il avait peur de mourir dans le noir. Donc, particulièrement là, la dernière semaine, si j'ai bonne mémoire, on avait quelqu'un à la maison avec moi en tout temps, puis jamais on éteignait toutes les lumières. Il y en avait toujours une dans sa chambre, c'est ça. Puis finalement, ben la dernière nuit, là, il y avait ça s'était adonné, il n'y avait plus personne, puis je pense que c'était presque ça qu'il attendait en quelque sorte. Donc je lui dis: «Tu sais, faudrait que tu dormes». Il dit: «Oui, mais j'ai peur que si je m'endors, je me réveille pas». Alors à ce moment-là, ben je lui ai dit: «Tu veux-tu que je te prenne dans mes bras?» Alors malgré tout il y avait l'oxygène, il y avait en tout cas tout un bataclan, je me suis glissée dans le lit, d'hôpital, là. Il était même plus capable de dormir, couché évidemment, il était en position assise à cause des métastases. Je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai en quelque sorte bercé jusqu'à temps qu'il s'endorme. Puis, comme de fait, ben, il s'est jamais réveillé le lendemain. Et d'ailleurs, ce matin-là, quand nous, on s'est réveillés, normalement, c'était mes beaux-parents pendant ces derniers jours-là qui allaient conduire notre fille à la garderie. Elle a totalement refusé d'y aller. Et du haut de ses 4 ans, elle a déclaré: «Moi, je ne vais pas à la garderie aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que papa va mourir». À 4 ans. À 4 ans. OK. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, elle avait toujours vécu avec ça, là. Ouais. Elle était très connectée. Ouais. Moi, je m'étais par défaut déconnectée, mais elle l'était en OK. Titi. Puis je dirais que c'est ça qui m'a sauvée aussi. Hem, quand on avait pris la fin de semaine de recul, après avec l'annonce des métastases, on était allés sur notre bateau et tu parlais d'être l'entourage déconnecté aussi. Décalé, ouais, Ouais, plus ouais. ça. Je disais que si ce n'était d'elle, ma fille, j'aurais juste envie de le suivre et
l'entourage de s'exclamer: «Oh, c'est donc beau comme amour, j'aimerais vivre ça moi aussi». C'est Ouais, pas la bonne formulation, pas le bon moment, OK. il y a un Ouais, ouais, il y décalage. a un décalage, effectivement. Tu sais, je comprends avec le recul que oui, OK, c'est un bel amour et je le porte encore en moi. Mmh. Mais en même temps, à ce moment-là, c'est tough. Ouais. J'ai pas d'autres mots. Mmh, je comprends. Fait que tout ça, c'est le avant, en quelque sorte. Et là, Le avant pendant lequel tu étais sous, l'adrénaline l'adrénaline, que tu avais de perpétuelle, là, si l'énergie, on c'est veut. Ah oui, ouais, oui, ouais, comme tu avais pas le droit, tu nous disais de oui, en ouais, tu quelque étais sorte. OK. En quelque sorte. Là, il décède. Euh, il y a- c'est fou toutes les procédures qu'il y a à faire, que ce soit les funérailles, l'enterrement, la légalité. Il faut les avertir, là, le gouvernement, puis, etc. Là, que, bon. Fait que pendant tout le mois qui a suivi, ça a été encore cette même adrénaline-là. Puis aussi, j'étais extrêmement bien entourée. Personne ne me laissait tranquille, entre guillemets. Il y avait quand même une petite dose d'inquiétude. Ouais, ouais. Donc, je suis encore sur cette adrénaline-là. Et je me souviens que quelques jours avant son décès, la travailleuse sociale des soins palliatifs, justement, m'avait dit quand vous en aurez besoin, faites-nous signe. Parce que Mmh. c'est sûr que vous allez avoir besoin d'aide. Donc, je l'ai entendu, je l'ai enregistré. Fait que, un mois est arrivé environ, là, tu sais. En fait, je dirais, c'est probablement quelques jours après l'enterrement, tout simplement. Parce que là, c'est comme si, tu sais, toutes les démarches étaient en cours. C'était pas tout terminé, mais tout était en cours. Donc, il me restait juste à attendre. Ouais. Je suis comme tombée comme une masse ou presque, psychologiquement. OK. Donc, tout de suite, je les ai contactés, justement. J'ai appelé le CLSC, j'ai dit, pour le moment, là, ça va, mais je le sais que ça durera pas. Je le OK. sens, tu sais, j'en suis consciente. Je disais tout à l'heure, j'étais déconnectée, mais il y avait quand même, tu sais, une certaine observation qui se faisait, là. Ouais. Je comprenais quand même ce qui se passait en dedans de moi. Malheureusement, pour plein de raisons, il n'y a pas eu un vrai suivi qui s'est fait et oui, je me suis enfoncée de plus en plus jusqu'à ce que finalement, écoute, juste me lever était rendu une montagne. Me lever le matin. Demande-moi pas de m'habiller, là. OK. Juste sortir du lit, c'était un calvaire. Et je te Tu avais dirais, une petite fille aussi? j'avais une petite fille de 4 ans et demi, bientôt 5 ans éventuellement, qui avait le choc d'avoir perdu son père. Parce que veut pas, même si on se prépare puis tout le kit, tu sais, ça reste un choc, là. Ouais, Hein? Puis de l'autre, ben, maman, qu'est-ce qui y arrive, tu sais? Elle va-tu le suivre? Mmh. Veux pas, là, non, elle me l'a jamais posé comme telle, comme question, là, mais ça a dû lui traverser l'esprit. Ouais. Fait que j'ai eu à la fois une sorte de chance et de malchance, si on veut, mais c'était, tu sais, on le savait pas à l'époque. C'est avec le recul. Mes beaux-parents, c'était mes voisins. Donc, ils ont vu à quel point j'étais plus capable de m'occuper de ma fille et ils ont pallié à ce manque-là. Ce qui est la chance, c'est qu'au moins ils ont pu s'en occuper. L'envers de la médaille, c'est qu'à un moment donné, OK, moi, je sers à quoi? Mmh. Finalement, elle est peut-être mieux sans moi. Donc au final, tu as comme plus du tout d'énergie, tu as du mal à te gérer, puis en plus de ça, il y a cette espèce de culpabilité de pas être là, de servir à rien par rapport à ton enfant, c'est ça? Ou Culpabilité, non, même pas. même pas? Mais non, c'est trop, c'est trop fort. Je suis même OK, plus capable d'aller dans une telle émotion. OK, C'est l'espèce je dirais presque de néant. OK. Il y a comme plus rien. Puis qu'est-ce qui t'a permis, toi, de sortir de ce néant-là, de ce Ben, vide le- d'énergie, de d'abord, l'inquiétude de ma sœur. OK.
qui a fini. Merci, Oui, sœur de Rosalie. oui. Tu sais, je te dis, j'ai une famille qui s'est serrée. Ils ont été là pour moi de façon extraordinaire aussi. Donc, ma sœur a harcelé le CLSC, OK. qui était... Bon, il avait égaré mon dossier. Détail. Un hein. détail administratif. Ouais, c'est ça, mais tu sais, OK, on vous dit que ça va pas. En attendant, y a-t-il autre chose qu'on peut faire? En tout cas, bon. Bref. Donc, elle s'est écœurée de leur inertie, littéralement, et elle a appelé l'organisme qu'on connaît à Montréal, ou à peu près, là, c'est SOS, non, pas SOS, c'est, voyons, Suicide Action Montréal. OK. Et donc, elle a commencé d'emblée en disant, écoutez, elle n'est pas suicidaire, mais je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où me tourner. Elle a expliqué la situation et c'est eux autres qui l'ont référée à un centre de crise. OK. Et donc, elle est venue me chercher à la maison, elle m'a forcé à m'habiller parce que tu te dis, elle n'était plus capable de même ça. Donc, elle m'a emmenée là-bas et bon, j'ai eu l'entrevue avec l'intervenante de l'accueil, ou en tout cas, je ne sais pas trop leur position, puis elle écoute tout ça, puis je raconte mon histoire un peu comme je la raconte là, dans le aujourd'hui, c'est une véritable sérénité, mais à l'époque, c'est une déconnexion. Mm-hmm. Et elle me dit, OK, bon, d'accord, tu t'occupes de tout le monde autour de toi, ta fille, ta famille, tes beaux-parents, ton mari. Qui s'occupe de Rosalie? Et là, ça a été le Niagara. OK. les digues se sont rompues et j'ai éclaté. OK. Donc, ils m'ont pris en main pendant 10 jours. C'est un centre de crise, c'est vraiment, tu sais, c'est en aigu, c'est en court, c'est là, ça se passe. Mais eux autres se sont dit, pas question qu'on fasse tout ce travail-là, puis qu'après ça, elle se ramasse à terre après, tu sais, de retour à la maison. Fait qu'eux autres, ils ont harcelé le SLSC. Ils ont eu peut-être un petit peu plus d'impact. De quoi? Et donc, il y a eu, bon, une première intervenante qui m'a rencontrée après la sortie. Ça n'a pas vraiment trop cliqué. Entre autres, ben, c'était une psychologue, puis j'étais pas encore en état d'aller en psychologie. Okay. Là, j'étais ben trop... tu sais, oui, ils m'ont... Mettons que le centre de crise, tu sais, m'avait amené la tête à peu près là. Hein, parce que j'étais carrément sous l'eau. Je n'étais pas noyée, mais j'étais sous l'eau avant ça. Fait qu'ils m'ont sorti la tête hors de l'eau. Mais j'ai pas le temps d'apprendre à nager à ce moment-là, tu sais. Ça serait comme le fun de revenir, ça arrive ou quelque chose comme ça. Donc, fait que ça a pris encore, je pense, 2 ou 3 mois avant qu'enfin j'ai une psychoéducatrice qui me soit assignée. Et ça, c'était ça dont j'avais besoin. Parce que, oui, elle était capable d'écouter, un peu comme un psychologue, mais est dans l'action. OK. Et là, le premier outil qu'elle m'a donné, extraordinaire, c'est super simple. C'est juste de dire, OK, sur une échelle de 1 à 10, du bonheur, en quelque sorte, de la sérénité, ou appelle ça comment tu veux, où est-ce que je me trouve? Mm-hmm. Fait que j'ai dit, bon, j'imagine que 1, ce serait genre suicidaire. On élimine ça. 2, je pense que c'était quand j'étais au centre de crise. Tu sais? Fait que là, juste parce que j'ai de l'aide enfin, on va dire 3. Okay. C'est parfait. Qu'est-ce que ça prendrait de concret, pas pour me rendre à 10, là, juste pour me rendre à 4. Donc, étape par étape. Puis même si c'est encore trop, 3,5. OK. Donc, elle m'a accompagnée pendant 1 an et demi, presque, je pense 16 mois comme faut. Et, tu sais, étape par étape, un outil à la fois, de m'amener. Finalement, quand on a arrêté, je considère que j'étais rendue à 7. Ouais, super, ça. Belle évolution. Oui, clairement. Donc, moi, ce que j'entends beaucoup dans ton témoignage, c'est que la résilience, elle est là, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose que je sens que tu avais, ouais, mais quand même, tu peux l'accepter. Disons que j'avais une grosse motivation qui est ma fille. Oui,
Ça, Mais c'est ça peut être intérieur ou extérieur. oui. Puis, mais ce que j'entends beaucoup dans ton témoignage, c'est que même ça, cette motivation-là, c'était pas suffisant. Oh non, Qu'il y a eu besoin d'aller chercher de l'aide extérieure, que clairement. tu n'aurais jamais pu t'en sortir toi Non. toute seule. Non. C'est ça que j'entends beaucoup. Non, ça c'est clair. Je pense que l'humain, à la base, est quelqu'un de social. Tu sais, comparativement aux animaux dans la nature, on est fragile. On n'a pas des grosses griffes, on n'a pas une grosse carapace, on n'a pas des grosses dents ou quoi que ce soit. On a besoin les uns des autres et je pense que toute notre évolution a été faite, tu sais, génétiquement, là, en quelque sorte, pour s'entraider. Quand on passe à travers des épreuves comme ça, tu sais, autant mon mari, quand il affrontait le cancer, là, il ne l'a pas affronté tout seul, puis il le disait lui-même qu'il n'aurait pas été capable de vivre tout ça seul. Ben, c'était la même chose pour moi, sauf que là, moi, mon conjoint, il était plus là, c'était lui qui était parti. Ouais. Fait que la famille, je dirais, la famille, les amis proches, avec tout leur bon vouloir, n'étaient pas en mesure de comprendre mon quotidien. Tu sais, oui, le mois qui a suivi, je te dis, il m'accompagnait, il s'assurait que je n'étais pas tout seul, que, tu sais, tout se passait bien, etc. Mais maintenant, là, je veux pas, ils retournent à leur vie. Ouais. Tu sais? Puis, je minimiserai jamais la douleur que mes beaux-parents ont pu vivre de perdre leur fils. Mais ils avaient déjà quitté la maison. Donc, au quotidien, c'est moi qui étais perdue. Tu sais, ce que je disais, même pas longtemps après son décès, le deuil, OK, je le comprends, bon, les cheminements, les 7 étapes du deuil, tout ça, c'est pas ça qui est le problème. C'est de réapprendre à vivre. Puis ça, non, je pouvais pas le faire toute seule, clairement. Puis j'ai eu à la fois la chance qu'éventuellement, j'ai une psychoéducatrice extraordinaire qui puisse m'accompagner, mais en même temps, ça a pris du temps. Bien entendu, avec les pertes de dossiers par-ci par-là. Ouais. C'est le système public, puis bon. Puis toi, aujourd'hui, comment ça t'a pris combien de temps à t'en sortir, à retrouver une énergie, à retrouver ce 7 sur 10, puis aujourd'hui, tu te sens comment? Ah, aujourd'hui, je pense que je suis au moins à 9. OK. Peut-être même à 9,5, je te dirais. Super, ça. Ah ouais. Je peux pas dire 10 parce qu'il faut toujours qu'il y ait place à l'amélioration. Mais en même temps, tu sais, on est dans le moment présent. On va rester à 9,5, on va dire. OK. Ben, 7, comme je te dis, avec l'accompagnement, dans les débuts, c'était carrément toutes les semaines, éventuellement aux 2 semaines, puis je pense les 2 derniers mois au mois. Fait que ça a pris 16 mois. 16 mois. De mémoire, là, 16. Ouais, je suis pas mal certaine que c'est 16 mois. Après ça, par contre, un autre petit bout de cet exercice-là de l'échelle qu'elle m'avait fait faire, c'est dès le début, là, elle m'avait dit, OK, mettons, là, je me couche ce soir, puis je me réveille demain matin et subitement, je suis à 10. Qu'est-ce qui pourrait, tu sais, qu'est-ce qui se serait produit, là? Ça aurait été quoi la baguette magique, entre guillemets, qui m'aurait amené à 10? Et spontanément, ce que j'avais répondu, c'est 2 choses. Un, de retrouver une carrière qui soit compatible avec ma nouvelle situation de monoparentalité et épanouissante. Parce que moi, bon, précédemment, avant, en fait, ma grossesse, par la suite, c'est sûr que j'en ai fait encore un peu, mais avec toute cette histoire-là, disons un peu moins. J'étais instructeur sur la route. OK. Je me voyais pas être instructeur sur la route avec un enfant, tu sais. Ouais. Tout seul, là, on s'entend, plus de papa dans l'écart. Donc ça, c'était la première chose. Puis la deuxième condition, si on veut, c'était de retrouver un conjoint avec qui réaliser des projets, des rêves, tu sais, un peu comme ce que j'avais vécu avec lui. Mais je savais très, très, très bien que je n'étais clairement pas prête à ça à ce moment-là. Là. Je n'étais même pas capable d'imaginer. En fait, ma tête disait que oui, ça serait bien un jour, là, mais mon cœur était comme non. Tu n'étais pas du tout rendu là dans ton processus. Non, vraiment pas. Mais je me disais, je pense que 10, ce serait probablement ça.
Puis je me disais que 9, ce serait genre un des deux, le premier qui arrive. OK. Le conjoint ou la carrière, tu sais. Donc, dans le fond, on était rendu en 2012, à l'automne 2012, quand j'étais à 7, là, puis qu'elle a arrêté mon suivi. Au printemps 2015, c'est là que je suis devenue, ben enfin, pas encore dans ma tête, là, mais disons que j'ai commencé le processus pour devenir entrepreneur en santé holistique. Donc, de mettre à profit, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça, tout le cheminement, tout le vécu que j'avais accumulé et les connaissances aussi que j'étais allée chercher pendant tout ce processus-là. Donc ça a été la partie épanouissante, justement, de me retrouver une raison, non pas tant de vivre, là, ça je l'avais, mais de donner un sens à ma vie et de m'épanouir. J'ai pas d'autres termes, là, de pouvoir exister en dehors de juste la maternité. Ouais, ce qui est très important aussi. Ouais, parce que combien de mères oublient qu'elles sont aussi des femmes, des humains en fait, tout court, tu sais. Fait que donc on dit automne 2012 à printemps 2015, 2 ans et demi à peu près avant d'en arriver là. Puis ça aussi, ça a été tout un processus de réfléchir à ce que je voulais faire, à changer ma vie aussi, parce que dans les débuts, j'étais restée dans l'appartement où est-ce qu'il était décédé. Et éventuellement, j'ai décidé de quitter Montréal, de m'en venir en Mauricie, la campagne, la nature, tu sais, plus de voisins, plus les espaces, la reconnexion à la nature. C'est sûr que ça a joué un rôle aussi quand même assez important, merci. En termes de recharger ton énergie, de retrouver de la vitalité ou en d'autres termes aussi? Ouais, en fait, de beaucoup de choses. OK. Je dirais de redonner un sens à la vie, tout court. OK. Parce que, tu sais, en ville, et mon cœur reste montréalais, là. J'adore Montréal, j'ai voyagé ailleurs dans le monde et il n'y a pas une autre ville où est-ce que je voudrais vivre, mais je te dirais qu'aujourd'hui, je ne veux plus vivre en ville, tout court. C'est fantastique, les humains, tu sais, la proximité, puis il y a les activités, puis tout le kit, mais en même temps, le terme qui me vient à l'esprit, c'est que ça devient quand même un peu artificiel. Okay. Tu sais, c'est la rapidité, c'est la superficialité, Fast-food humain? Ouais! J'aime ça! Je sais pas, c'est monté comme ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, non. J'avais besoin d'autre chose, de reprendre contact avec moi, avec la nature, avec notre raison d'être, mais non, pas raison d'être, mais comment je dirais ça? Notre nature profonde. OK. Fait que, puis c'est sûr que, tu sais, quand je suis toute poignée en dedans, là, qu'il y a trop de pensées, trop d'émotions, je vais prendre une marche dans le bois ou dans les champs, peu importe, j'ai les deux près de chez moi. Je vais marcher. OK. Donc, tu sais, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il n'importe quoi, tu te retrouves au grand air, c'est la reconnexion. Puis là, tu reviens, en tout cas moi, là, personnellement, je reviens de cette marche-là, là, puis je suis comme « Ah! OK, là, il me semble que tout devient possible, on peut s'attaquer. » Ah oui, ouais. C'est ça, on peut s'attaquer au monde entier, en quelque sorte. Fait clairement, la nature, ça a été un gros élément de mon processus de guérison. Bon, je te dis l'épanouissement professionnel, toutes les habitudes aussi. Parce que moi, j'ai découvert, en fait, avec la santé holistique, tu sais, ça faisait 20 ans. En fait, j'ai fait ma première dépression à 18 ans. Okay. Et pendant les 20 ans qui ont suivi, c'était, en fait, à la fin, la dernière psychiatre qui me suivait avait fini par dire que ben, on n'appelle plus vraiment ça des dépressions, on appelle ça un état dépressif rendu là. Okay. Comme une espèce de dépression chronique qui s'installe et qui est tout le temps là. Qui est tout le temps là. Ouais. Parce qu'à chaque fois, les 5 dernières années, j'étais sur médication en permanence. À chaque fois que j'ai essayé d'arrêter ou même de diminuer parce que hey, ça va mieux,
je retombais tout de suite, tu sais. Fait qu'elle m'avait dit de comparer ça au diabète. Hein. OK. Il faudrait que j'apprenne à vivre avec ça, tout simplement. Comme pogné avec à vie, quoi. Ouais, mais ce que j'ai découvert avec mes nouvelles connaissances, mes nouvelles expériences, c'est qu'elle avait raison, mais pas de la façon qu'elle pensait. À savoir que oui, le diabète, ça se guérit, ou en tout cas, c'est réversible. Et la dépression aussi. Mhm. Mais le problème de la médecine et de l'approche occidentale, c'est qu'on est très dans le symptôme, on est très dans l'image qui me vient, là, c'est mettre un plaster sur le bobo, tu sais, point. On ne cherche pas à comprendre pourquoi il y a eu un bobo. La santé holistique, justement, puis en médecine occidentale, il y a une approche qui a cette vision-là, c'est ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Alors moi, j'ai entre autres découvert le docteur Gaétan Barrette qui, pas Gaétan, c'est Gaétan aussi, mais voyons, le livre, là, La santé repensée, Gaétan Brouillard. Brouillard, Et lui, il OK. n'est pas dans le brouillard, je peux te le dire. Et donc, il y a vraiment, c'est ça, une approche globale, finalement, de l'être humain, non pas juste comme un ensemble de systèmes plus ou moins connectés, mais au contraire, c'est une machine qui est en synergie avec son environnement, autant physique, social, relationnel, bref, Mhm. la santé holistique. Ouais. Et donc toi, avec cette santé holistique-là, cette découverte, tu as mis en place des routines, c'est ça, qui t'ont permis de... Des nouvelles habitudes, oui. OK. Au niveau alimentaire, j'ai poussé encore plus loin que ce que j'avais déjà appris avec le cancer. J'ai découvert, entre autres, dans mon cas en particulier, que je suis intolérante aux produits laitiers et que moi, c'est pas des maux de ventre ou de l'eczéma ou je sais pas quoi. Non, non, moi, c'est la dépression. Les produits laitiers t'amènent ou Ouais. t'amenaient à la Ben, il dépression. m'amènerait encore. Je ne peux toujours OK. pas prendre de produits laitiers aujourd'hui. Si j'en prends, je le sens presque instantanément. Bon, mettons quelques heures, là. OK. Mais je redeviens, tu sais, plus morose, quasiment pessimiste, plus impatiente, etc. Fait que je le sais qu'il faut que je fasse extrêmement attention. Puis aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que 95% de la sérotonine, dopamine sont sécrétées dans l'intestin. Fait que Mhm. si l'intestin, il va pas bien, ben, tu sais, les hormones, là, c'est comme un peu le dernier de ses soucis. Il y a d'autres choses à faire. Ah, bon, OK. Fait qu'entre autres, j'ai changé mon alimentation. Je fais plus d'exercices, mais surtout, c'est un exercice qui est pas nécessairement là, d'aller courir le marathon ni de m'entraîner au gym 3 fois par jour. Non, moi, c'est beaucoup, beaucoup, justement, la reconnexion à la nature. Donc, je vais marcher presque quotidiennement 5, 6, 8 kilomètres par jour. Mhm. Dans le bois, dans les champs, peu importe. Donc, ça, c'est une grosse chose. Faire attention à mon sommeil. OK. Donc, bien dormir, mais tu sais, on parle beaucoup de simulateurs d'aube, entre autres. Moi, j'en ai pas vraiment besoin parce qu'étant donné que j'ai pas de voisin, ben j'ai pas de rideau. OK? Fait que moi, je l'ai naturellement, mon aube. Fait qu'aller me coucher le soir à une heure idéalement assez raisonnable en fonction du réveil naturel qui va se produire le lendemain. Et je dirais aussi, j'ai le dernier élément vraiment majeur pour moi, c'est l'entourage, la reconnexion, me refaire un réseau. Mhm. J'ai, disons, en déménageant, mis de côté beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, j'ai gardé ma famille. Ça, c'était vraiment très important pour moi. Même s'ils sont à distance, on se parle puis on se voit quand même très régulièrement. Mais surtout, je me suis recréé un nouveau réseau qui partage plus mes valeurs, qui partage mon style de vie. Entre autres, bon, on est tous considérés un peu comme des granos. Euh, on fait, ça donne, je suis allée les chercher avec l'école maison, parce que Mhm. moi, je vis l'apprentissage en famille. Donc, à ce niveau-là aussi. Puis même quelques-uns aussi entrepreneurs, puisque on ne se le cachera pas, là, l'entrepreneuriat puis salarié, pas toutes les mêmes réalités. Non, Donc, effectivement. je suis allée recréer mon clan. Ça a été vraiment, vraiment très, très important, là, ma nouvelle tribu, finalement. Super. Fait que je dirais que c'est pas mal les 4 éléments les plus importants de ma reconstruction. OK. Ben, moi, je suis super
Enthousiaste, oui, mais je suis surtout vraiment dans beaucoup de gratitude que tu nous transmettes, que tu nous aies partagé en fait toute cette expérience-là. Je pense que tu as amené beaucoup de clés super importantes, super intéressantes pour les gens en fait qui souhaitent se reconstruire, qui surtout, comme tu le disais tantôt, souhaitent réapprendre à vivre. Donc je tenais vraiment à te Mhm. remercier, Je te vraiment dirais que moi aussi, je suis énormément. dans la gratitude parce que ben, vous faites partie maintenant de ma nouvelle famille aussi. Fait que- Puis il y en a plein d'autres. C'est Donc quand juste tu dis d'être vous, c'est vivant. Benoît et moi, c'est ça? Ben là, dans ce cas-ci, ben oui, là, tu sais. Mais toute la gang d'entrepreneurs que j'ai appris à connaître, tout comme je te disais, l'école maison, c'en est Ouais. une de mes grosses tribus, là. Euh, la gratitude, je te dirais que ça fait aussi partie des éléments qui m'ont aidée. Tu sais, quand des fois, je suis comme, ah, c'est ça, puis on retombe un peu, là, morose, me rappeler juste ça, que je suis en vie. Mhm. Je suis en vie, moi, aujourd'hui. Ok. Fait que, Ben, merci beaucoup encore une fois, Rosalie. ça fait plaisir. Puis j'ai envie de dire à tout le monde, prenez note, vous êtes en vie, Oui. c'est important ça. Merci tout le monde et merci encore Rosalie. De rien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour ton partage.